lui, il chante, il aime, non seulement il cuisine, mais il cultive, il tout. Oui, oui, oui. Vraiment, là. C'est la base de tout. Et tu cultives vraiment depuis des années? Depuis des années, oui. J'ai des Est-ce grands que les jardins. parents cultivaient? Oui, mes parents, mon grand-père, c'est générationnel. Ok. Ça fait depuis plusieurs générations qu'on fait ça. Tu ne peux pas t'en empêcher. Non, non, c'était plus fort. Mais tu n'as pas toutes les réponses. Non, j'ai pas toutes les réponses. Alors, mais je sais que Jean-Claude les a. Alors, vas-y, question à Jean-Claude. Jean-Claude, je te l'ai déjà posé la question, mais je suis certain qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait savoir la réponse. Les problèmes de champignons pour les tomates dans la terre. Moi, j'ai eu ce problème-là. Tu m'as donné la réponse tout à l'heure, mais je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir comment passer par-dessus. Réponse, Ah ouais. Jean-Claude. C'est une vraie bonne question intéressante parce que nous aussi on avait ce problème-là il y a quelques années. Puis un producteur en serre, quand il cultivait les tomates, il y avait ces problèmes de fusarium dans le sol. Oui. Ben, après, il ne pouvait plus y cultiver et ça prend 6-7 ans. Alors il fallait désinfecter le sol avec de la vapeur, c'était compliqué. On a trouvé un système très simple. Il y a des variétés de tomates qui ne sont pas tellement intéressantes à manger, mais qui sont résistantes aux maladies fongiques dans le sol. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des tout petits plants qu'on sème, qui sont résistantes à la fusarium et aux maladies. On a la petite variété qu'on adore, qu'on veut manger. On vient les mettre une à côté de l'autre, tout petit là, c'est semé. Puis on vient les souder entre elles en faisant une petite graphing juste sur l'écorce. On vient les coller. Puis quand c'est soudé, on va garder la tête de la variété qui nous intéresse. Puis on vient couper évidemment ses racines. Comme ça, on a les racines comme greffées. On a les racines du petit plant résistant et une autre variété. Ah! Et aujourd'hui, et le problème, c'était comment en faire des centaines de milieux si un champ était contaminé. Alors les Japonais, comme toujours, ont inventé une machine. Les petits plants arrivent en petits godets, un contre l'autre. C'est coupé, c'est scellé. Faut voir ça, ça fait une vitesse incroyable. Alors on fait ça dans nos serres depuis déjà un bon nombre d'années, lorsqu'on a ce problème-là. Une solidarité. Puis un jour, ça sera bien sûr que je trouverai ça sur les marchés. Des plants greffés de tomates pour les sols qui ont des problèmes avec les champignons. Et ça, cet appareil que tu nous as amené là, ce petit appareil, regardez ça là. On l'entend là. On dirait un truc à ouvrir des lettres. Ouais, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai tenté ma chance, je pense que je l'ai trouvé. Hein. C'est un hygromètre? Oui, c'est un hygromètre. Il y a toutes sortes de modèles et je suis collectionneur de ces gadgets-là. Et celui-ci est particulier parce que lorsque vous le piquez dans les plantes, tant que la plante n'a pas soif, il ne joue pas de musique. Oui. Puis à un moment donné, quand ça devient sec, il joue de la musique. Ah, c'est le temps d'arroser. Exactement. Alors, je vais expliquer comment ça fonctionne parce qu'évidemment, il y a un truc. Ça ne mesure pas vraiment l'humidité, mais via évidemment la conductivité électrique du sol avec les sels minéraux. Alors, si je plonge l'appareil dans de l'eau distillée, comme ça, là. Je suis pourtant dans de l'eau, et il m'indique sec. Sec parce qu'il n'y a pas d'électrolyte, non, il n'y a pas de conduction. Et dès que je mets un petit peu d'engrais, eh ben, là, il ne fait pas de musique parce qu'il dit, là, c'est correct. Il y a de l'eau parce qu'il y a de l'engrais. Alors, c'est très important de toujours bien fertiliser les plantes, normalement, pour garder toujours un niveau de conductivité normal lorsque vous utilisez tous ces appareils-là pour tester l'humidité. Parce que si les plantes crèvent de faim, à ce moment-là, ça va toujours vous dire que ça a soif. Ils vont finir par être noyés. Chef, vous êtes extraordinaire. Merci beaucoup. Mais vous ne le trouverez pas dans le commerce. C'est vraiment... tous les téléspectateurs des Kiwis, merci. Et moi, je vais t'abandonner ici parce que c'est un paradis pour toi. Tu m'avais rejoindre, Daniel Lavoie, à Lilo. Cette semaine avec votre Je l'ai quitté tranquille, sans chanter ni pleurer. Un beau matin, vous verrez les voiles de mon voilier prendre vers les îles. J'ai quitté mon arbre. Ça vient de l'hygromètre. C'est la musique de l'hygromètre que j'ai ici. J'ai quitté mon île. Au lieu d'avoir leur musique à eux, c'est mon hygromètre. C'est un hygromètre. C'est un lance-flamme. Oui, c'est un lance-flamme. Je t'ai déjà dit, de toute façon, cette chanson, puis tellement de personnes l'ont en tête depuis ce temps. Oui. Depuis ce temps. Et moi, là, c'est comme, je pense, la chanson qui me fait le plus de bien. C'est incroyable. Tu te rends compte, c'est la première chanson que j'ai faite en arrivant au Québec. Et en 1971. C'est pas possible. Oui, c'est ça. Et tu la chantes, ce que j'ai lu, en tout cas, tu la chantes encore, ou toutes ces chansons que tu as composées depuis si longtemps, avec une émotion semblable. Mais ça dépend lesquelles, évidemment. Je garde celles
où je peux justement retrouver cette émotion-là. Si je ne retrouve pas l'émotion, j'échange pas. Est-ce que t'en as qui t'ont venu de côté? Oh mon Dieu! Je dirais la grande majorité. Arrête. Ben oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de chansons, je les écrivais par rapport à ce qui se passait dans ma vie à l'époque. Mais bon, j'ai 61 ans, je ne me sens plus comme quand j'en avais 25, c'est sûr. Donc je ne peux pas dire les mêmes affaires, même en amour, même en tout ce que tu veux, les choses changent. Mais des chansons comme J'ai quitté mon île, ça reste. Ça peut être chanté à tous les ans. Est-ce que c'est empreint de plus de nostalgie avec le temps ou moins? Ou ça prend un autre sens? Oh, je sais pas. Je pense que ça prend d'autres sens, oui. Je suis arrivé au 2e et au 3e degré. Là. Avec les années, on rajoute du sens plutôt que d'en enlever. Ouais. Tout à l'heure, juste avant qu'on revienne en ondes, je t'ai parlé de Botox. Oui. OK? Puis le Botox, il y a même, vous savez sûrement, l'étude qui a été faite où l'émotion est réduite quand on se fait faire le Botox. L'intensité des émotions. Si on est heureux, on est moins heureux parce qu'on a fait du Botox. Quand on est triste, c'est moins triste. Et je me suis posé une question, car probablement tu vas dire, qu'est-ce que tu vas chercher là? Oui, je me demande. Ça fait changer ton prénom un jour. Oui. Assez âgé quand même. C'était Gérald, je pense. Non, quand je suis arrivé au Québec, quand j'ai signé mon premier contrat de disque avec Yvan Dufresne chez London Records en 1974, Yvan Dufresne, mon nom c'était Gérald, mais tout le monde m'appelait Jerry. OK. Jerry. Puis Jerry, Yvan Dufresne a dit, je m'excuse, Jerry, mais ça marchera jamais comme nom. Tu peux pas avoir un nom comme Jerry puis faire de la musique au Québec. J'ai dit, c'est vrai, tu dois connaître ça, toi, Yvan? Ah oui. Alors, il dit, ça te prendrait un autre prénom. J'ai dit, OK. Oh, j'ai regardé, j'ai mis mon nom, j'ai dit, tiens, Daniel. Il dit, OK, ça va être Daniel. Je suis devenu Daniel. T'as fait ça, Daniel. Daniel. T'as mis un doigt de Daniel. Dans le livre de téléphone. Dans le livre de téléphone. Moi, j'ai dit, c'est beaucoup arrêté, là. Écoute, si j'étais tombé sur Zachary, j'ai dit, ça ne marchera jamais, ça non plus. J'ai pris Daniel. Mais alors, je reviens sur le Botox. Oui. OK? Oui. Est-ce que le fait de changer de prénom peut avoir un impact sur la nature d'une personne? Ou pas? Tantôt. Je ne sais pas. Je m'en souviens pas vraiment. Probablement peut-être, là. J'ose pas m'avancer trop loin parce que ça fait tellement loin, ça fait tellement longtemps, je m'en souviens plus. Tes parents, est-ce qu'ils ont pu observer que ça? Mes parents m'appellent toujours Gérald. Ah ouais. Mes parents, écoute, ma mère m'a nommé ça quand j'étais petit, donc elle n'avait pas envie de... Mais quand tu l'as annoncé que je change de prénom, parce que c'est quand même c'est drôle parce que moi, c'était quelque chose qui est imposé par des parents, puis là, tu arrives de « Hey ho! Hey ho! Au revoir! » Écoute, en fait, je n'étais pas fou de me faire appeler Jerry, ça fait que je pense que Daniel ne me déplaisait pas beaucoup. J'étais pas... Ça me dérangeait pas de changer de prénom, en fait. Plutôt que de m'appeler Jerry au Québec. Au Manitoba, Jerry, c'était parfait parce que tout le monde parle anglais, puis Jerry. Mais ici, c'était Jerry. C'est pas pareil. Jerry puis Jerry, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc, voilà. C'est pas la même chose. Il y a un lien extraordinaire, et c'est paradoxal, avec la mort. Des événements de vie, un accident de bateau, un accident d'avion, la maladie, la bactérie mangeuse de chair. Et tous ces événements-là, tu les as vécus en côtoyant peut-être la fin des choses avec une sérénité, apparemment. Oui, pourquoi tu me demandes ça? Je veux savoir comment ça se fait que tu as cette capacité-là. Ben, je pense qu'on l'a tous. Est-ce que je suis pas d'accord avec ça, moi? Pas sûr. Il y a plein de gens qui sont... Écoute, moi, je me suis rendu compte que quand tu es confronté à la chose, qu'elle te regarde dans les yeux, elle te sourit beaucoup plus que tu penses. Elle est beaucoup plus rassurante et moins angoissante qu'on peut jamais l'imaginer. Moi, chaque fois que j'ai confronté la mort dans la face, qu'elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a pas du tout fait peur. J'ai dit, bon, c'est comme la chose la plus normale qu'on fait après naître, c'est mourir. Et c'est étonnamment facile, je crois. Et qu'importe l'âge, qu'importe ton âge. Écoute, moi, ça m'est arrivé la première fois, le bateau où j'ai presque sauté, dans le plus gros cocktail Molotov de l'histoire. J'avais 22 ans, 23 ans, et j'avais absolument pas peur. Et après, ça a été beaucoup plus vieux, mais chaque fois, j'ai trouvé cette... Et je pense que tout le monde confronté à ça a sensiblement... Bon, il doit y avoir quelques angoissés
peut-être refusent ou ont trop peur de mourir, ou ont trop peur, ont trop de péchés sur le cœur. Ils ont peur peut-être du diable, ils ont peut-être peur du bon Dieu, ils ont peut-être peur de Saint-Pierre. Mais autrement, je pense que c'est quelque chose qui se fait de très, très facilement. Mais tu le reçois ou tu l'apprends? Tu le reçois. Moi, je pense que c'est plus... Est-ce que c'est l'environnement familial qui t'inculque cette capacité? Je pense qu'on l'a. Ou... C'est inné. C'est inné? C'est inné, oui. Oui, je crois que c'est inné. Ça vous est jamais arrivé de passer proche? De la mort? Moi, De la voir dans les yeux un petit peu? Non, jusqu'à maintenant. Ben écoute, je vous le souhaite parce que c'est en tout cas, on n'a jamais frappé de vol d'outarde avec un avion. Non, ça ne m'est jamais arrivé non plus. Mais ça, là, c'est une légende urbaine. C'est libérant, c'est libérant. Tu te rends compte que ça, c'est pas grave, et puis le reste, c'est beaucoup moins difficile à La vivre. question naïve, est-ce que c'est une façon de dire qu'on aime moins la vie que l'au-delà? Que la fin? Non, rien à voir. Non, Parce que tu sembles l'aimer, cette... Beaucoup, Ben oui. mais bon, je veux dire, quand c'est fini, c'est fini. Hein? De toute façon, un jour, c'est fini. Oui, c'est clair. C'est le jardinier qui parle. Parce que je pense qu'il y a un lien avec le jardinage. Je sais pas, peut-être. C'est le jardinier, là, dépend de la nature. Il faut qu'il... C'est la partie des hommes de votre émission que vous faites, là, en ce moment, là? Oui, c'est ça. Des kiwis, et oui, voilà. Oh! On refuse ou on accepte? Non, c'est refusé. C'est refusé. OK, Non, d'accord. Un grand créateur Je comme vous toi. attends à l'îlot, vous. Merci, Daniel. Merci. Merci, puis j'ai hâte de passer au cash tantôt pour la salade niçoise. Non, tu ne casseras pas au cache. Non? Parce que ça, c'est plus facile à faire, quoi. OK, d'accord. La salade niçoise, non? Ah, c'est facile. En fait, c'est un moment de grande créativité, OK. parce que la salade niçoise, en fait, c'est pas de la salade niçoise. Ma voisine, qui est une vraie niçoise, elle me dit, il y a des haricots verts dans ta salade, c'est pas de la salade niçoise. C'est pas de la salade niçoise. J'appelle ça maintenant la salade montérégienne, parce que c'est tous des légumes qui viennent de la Montérégie. Bon. Donc, sauf le thon. Oui, parce que si le thon vient de la Montérégie, il y a un malaise. On s'en Sauf le parlera. thon. On Mais s'en pour le parlera. reste, c'est montérégien. Merci, Ah, les Daniel. olives aussi, excuse-moi. Après la pause, on rencontre une auteure qui a une double vie. Ouais, Tiens, je sais. voilà, tiens, elle a une double vie et on va la rencontrer tout à l'heure, Suzanne Lee.